Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, avec aujourd'hui Régis de Castelnau. Bonjour, vous êtes avocat. Je rappelle le nom de votre blog Vue du droit et on vous retrouve également dans le magazine d'Elisabeth Lévy, Causeur. Alexis Bachelet, ancien député PS, vous êtes aujourd'hui chef d'entreprise AB Consulting. Bonjour. Brice Nkonda, conseiller régional UDI d'Île-de-France. Bonjour. Mathieu Cheng, directeur associé BVA Pôle Conseil, cofondateur de Délit d'Opinion. Et vous êtes l'auteur de ce livre La France en face, ce que disent les Français à leurs élites déconnectées, qui est paru aux éditions du Rocher. On va parler de Marine Le Pen qui a annoncé sa candidature en 2022. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'elle peut un jour devenir présidente? Est-ce que la situation politique fait que les choses sont en mesure de changer? On va parler d'un sujet de société. 44% des Franciliens ont déjà renoncé à se soigner. Se soigner est-il devenu trop cher et trop compliqué? J'ai vu hier qu'une maison de santé avait ouvert, alors je ne sais plus où c'est, je crois que c'est à Besançon, un centre d'ophtalmologie, et qu'il y a eu 4000 appels dans la journée. Bref, il y a un vrai problème pour se soigner aujourd'hui en France. Et puis la justice dysfonctionne-t-elle? Je ne sais pas si on aura le temps de traiter tous ces sujets, mais en tout cas, on est là pour parler de tout cela avec vous. On va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Commençons peut-être avec Alexis. C'est un coup de cœur pour un livre? Oui, absolument. Non. C'est facile, vendredi. C'est pas gentil, surtout que c'est pas la première fois que je fais un coup de cœur littéraire. C'est vrai. Mais c'est pas grave, Valérie, je m'en souviendrai. Non, c'est un livre que j'ai découvert pendant les fêtes, qui s'appelle La vie secrète des arbres. Ce qu'ils ressentent, comment ils communiquent. C'est un auteur allemand, Peter Wolleben, aux éditions Les Arènes. Et dans ce livre plein de grâce, acclamé dans le monde entier, le forestier Peter Wolleben nous apprend comment s'organise la société des arbres. Les forêts ressemblent à des communautés humaines. Les parents vivent avec leurs enfants et les aident à grandir. Donc c'est un livre que je recommande, parce que c'est un beau livre qui nous parle de ce grand mystère, en fait, parce qu'on est entouré d'arbres. Mais qui sait vraiment comment vivent les arbres, comment ils naissent, comment ils grandissent, comment ils meurent. Et on apprend énormément de choses dans ce livre, et ça nous reconnecte aussi un petit peu avec la nature. Nous qui sommes devenus des urbains, des sociétés très urbaines, donc un peu éloignées de la nature, et les arbres sont un peu considérés aujourd'hui comme des ornements, des décorations, alors qu'en réalité, un arbre, ça vit. Ouais. Et donc, et on en a besoin. On en a énormément besoin, et on en a énormément besoin, notamment pour rafraîchir, purifier l'air, nous protéger de la canicule, nous protéger des aléas climatiques, etc. Et parfois, c'est très beau. Et vous savez qu'Air France a décidé de compenser, alors le mot n'est pas exact, mais de compenser les émissions de gaz à effet de serre en plantant des arbres. Et c'est plutôt une très bonne initiative. Bon, merci. Il ne faut pas oublier que les arbres ont besoin de CO2. Hein. Oui, absolument. Oui, c'est un cycle. L'empreinte carbone... C'est un cycle. Régis, vous aussi, on va commencer avec les coups de cœur culturels. Oui, c'est pour un film, et vous ne me posez pas la question de savoir si je suis aveugle ou pas. Non, j'ai été voir hier 1917 de Sam Mendes. Alors, c'est extraordinaire. C'est un film qui a été fait sur la Première Guerre mondiale, à hauteur d'homme, avec le système des plans séquences qui fait qu'on est immergé dans la tranchée, dans les no man's land. Il n'y a pas de pathos, il n'y a pas de discours moralisateur. On montre la guerre avec sa violence absurde, les défauts des hommes, mais il y a aussi du devoir, de la fraternité, du courage. C'est extraordinaire. Alors, ça m'incite à une réflexion, parce que mon coup de cœur, et j'invite tout le monde à aller voir ce film, mon coup de cœur, il va se doubler, non pas d'un coup de gueule, mais quand je vois nos amis anglais, je veux dire, ils sont quand même extraordinaires, quoi. Et quand ils nous donnent des leçons, c'est quand même un peu agaçant, puis ils nous en donnent, ils ont raison, parce qu'ils sont supérieurs. Ils viennent de faire 3 films qui sont Dunkerque, de Nolan, qui est un grand film. Ils ont fait Les Heures sombres, fabuleux, où on voit comment un ivrogne a sauvé le monde. J'ai nommé Churchill, et maintenant ils viennent de faire ça. Les commémorations de la Première Guerre mondiale, ils ont été au top, plus que nous.
Hein, donc voilà, c'était j'aimerais bien que on s'y mette et nous, que on a les Misérables. Oui, et l'élève du Cobu 3, on a All Inclusive, etc. Capitaine Conan, il y a eu des beaux films. Il y a eu La Chambre des officiers, il y a eu des choses quand oui, même. oui, non, mais faut pas dire que le cinéma. il faut y aller, hein, le voir. Il y a une énorme différence. C'est pas dans la même cour. Ils étaient bien ces films, y compris Au revoir là-haut qui est pas mal. Oui. Hein, mais il y a une puissance peut-être un petit peu. Et puis il y a un rapport à l'histoire qui est très spécifique aux Anglais, hein, avec leur œillet rouge qu'on imite avec... non, c'est un bon plaidoyer, maître. Attendez, j'ai juste pas terminé. On nous annonce pour le mois d'avril un De Gaulle avec Lambert Wilson en France. Dans le rôle du général de Gaulle, par avance, je dis au secours. Mais faut pas préjuger. C'est méchant. Mettre un peu d'impartialité. Ne touchez pas à l'icône, voyons. Oui, écoutez, on verra. Vous le commenterez, vous irez le voir et vous le commenterez. Mathieu Cheng, c'est un coup de gueule que je partage. Oui, c'est un coup de gueule sur l'effet délétère des écrans pour la santé de nos enfants. Une nouvelle étude Santé publique France qui montre que des enfants qui sont exposés à des écrans avant d'aller à l'école ont 3 fois plus de risques d'avoir des problèmes pour s'exprimer, des problèmes de langage. Ouais. Ça reprend des conclusions d'un livre dont on n'a pas assez parlé, même si on a beaucoup évoqué, de Michel Desmurget, sur la fabrique du crétin digital, qui est ahurissant. Les chiffres sont ahurissants. Les enfants entre 0 et 2 ans sont exposés plus de 50 minutes par jour aux écrans. C'est quasiment 20% de leur temps libre. Entre 2 et 4 ans, on passe à 2 heures. Et ensuite, ça augmente de façon exponentielle jusqu'à 7 heures par jour pour les adolescents. Michel Desmurget, qui est lui neuroscientifique, nous explique les effets délétères des enfants qui ne sont plus capables de se concentrer, des enfants qui ne sont plus capables d'apprendre, des enfants qui ont des résultats scolaires déplorables, qui ne savent plus parler français. Il nous dit pour tout autre problème de santé publique, il y aurait eu une alerte générale. Et là, pour la question des écrans, il y a quelques avis qui sont émis. Il énonce des règles très simples. Pas d'écran avant 6 ans. Il dit les enfants n'ont pas besoin d'écran avant 6 ans. Et après 6 ans, ça doit être limité à 30 minutes. Pas d'écran le matin pour les enfants, pas d'écran le soir, pas d'écran dans les chambres. Et il dit c'est un problème sanitaire qui va nous exploser au visage pour les générations futures, qu'on rend totalement crétines. Mais il y avait une pédiatre aussi qui a publié Non, elle n'a pas publié le livre, elle avait publié un article où elle s'était fait engueuler par toute la communauté médicale, où elle disait qu'il y avait des comportements autistiques de certains enfants c'est-à-dire vraiment qui étaient enfermés, complètement absorbés. Mais on l'a tous en exemple autour de nous, avec des enfants qu'on met devant des iPads au restaurant. Et l'immense difficulté, c'est que ça touche bien sûr les catégories qui sont les plus populaires. Pourquoi ? C'est la nounou, ça touche toutes les catégories sociales et ça touche d'ailleurs les adultes. Nous-mêmes, nous sommes totalement, en tant qu'adultes, les chiffres montrent que nous sommes totalement drogués, mais dans un cerveau en construction, dans un cerveau qui est très plastique, qui a besoin de beaucoup à apprendre, l'écran, au fait, est déplorable. Oui, mais écoutez, Sandra nous dit c'est la faute des parents. Oui, les parents, souvent, mais soyez-en conscients, en tout cas. C'est l'environnement, absolument. Et puis, c'est une lutte quotidienne, c'est-à-dire qu'il y a un effet addictif de l'écran. L'enfant est attiré par l'écran. Oui, vous qui avez des enfants petits, c'est un combat quotidien. C'est un combat. C'est tellement pratique. C'est un combat parce qu'en fait, par rapport à ma génération, mes parents menaient un seul combat, c'était le combat contre la télévision. Donc ils avaient, d'ailleurs il y a des parents qui n'avaient pas de télévision, comme ça c'était radical, et les miens c'était pas de télévision jusqu'à pratiquement que je sois adolescent, enfin le moins possible quoi. Mais il y avait une télévision dans le salon à l'époque. Aujourd'hui, il y a des écrans partout. Mais les écrans ils sont partout, et on en a tous un dans notre poche, et parfois 2, et même je vois. Donc après il y a des choses, il y a des dérives. Quand on voit des enfants, est-ce qu'un enfant de 6 ou 7 ans a besoin d'avoir un téléphone portable ? Non. Bon, alors, il y a la question de la sécurité. Je vais vous raconter une anecdote. Dans le règlement intérieur de nos écoles, ils ont été obligés de rajouter un article pour dire si on trouve un enfant avec un portable, il sera confisqué. Ça veut dire... Non, je parle de l'école maternelle. Je parle pas de l'école maternelle. On a rajouté dans le on a rajouté dans le règlement intérieur un article disant, parce que c'est arrivé, c'était pas massif, mais c'est arrivé, et après évidemment ça crée tout un tas de problèmes, les enfants peuvent se le piquer, etc. De toute façon, un enfant avec de moins de 5 ans n'a rien à faire avec un portable, mais il y a des parents qui craquent complètement,
et qui pensent que c'est bien de commencer à équiper leurs enfants très jeunes. Mais là où Mathieu Cheng a raison, c'est que c'est une question de santé publique et que visiblement... mais il faut l'expliquer. Tout le monde, c'est-à-dire l'État, les parents, tout le monde doit être en première ligne, sachant que vous avez en face quelque chose qui est mécaniquement choisi par tous les membres des GAFA qui aujourd'hui sont là pour hypnotiser les cerveaux des adultes comme des enfants. Lisez Patino sur la civilisation du poisson rouge, lisez les ex-repentis de Facebook qui nous expliquent comment ils créent de l'addiction pour que nous passions le plus de temps possible sur les écrans. J'ajouterais une chose. Ils interdisent les écrans à leurs enfants. J'ajouterais une chose, c'est que il y a de plus en plus d'écoles qui organisent des semaines sans écran, donc il y a une prise de conscience quand même progressive là-dessus. Moi qui ai aussi des enfants en bas âge, on voit l'attraction que les petits écrans sont nos enfants. Et la difficulté, c'est qu'ils sont dans un écosystème où le copain a un portable. Et donc, il s'agit aussi d'un phénomène sanitaire, c'est vrai, mais aussi de société. Comment on fait société. Il faut que les parents soient plus forts que la société, ce qui n'est pas évident. Et il faut trouver le bon équilibre. À quel moment on apprend à notre enfant à lire pour compenser l'usage de la tablette. Donc, c'est pas une question qui est évidente. Elle n'est pas que sanitaire. Mais je crois que c'est une mutation anthropologique, moi. C'est-à-dire que la médiation au réel, elle passe par les écrans. Et quand je vois le livre sur les arbres, qui a eu un succès énorme, je veux dire, c'est un best-seller, et c'est très sympa à lire. Mais quand je constate que moi, quand j'étais plus jeune, puisque je suis le plus âgé sur ce plateau, je connaissais les arbres. Non, je connaissais les arbres, je connaissais les oiseaux, etc. Aujourd'hui, mes enfants, alors je dis pas que c'est... Mais non, il y a un rapport au monde, c'est une énorme mutation anthropologique. Alors si en plus... Et c'est normal, puisque l'être humain fabrique beaucoup de neurones entre 0 et 4, de nouveau ensuite dans l'adolescence, qui sont les deux périodes les plus juteuses pour les vendeurs d'images. Des neurones et des neurones miroirs, c'est-à-dire qu'il se construit par rapport au visage qu'il va avoir en face de lui. S'il n'a pas de visage et qu'il a un écran, en fait, il n'est pas en capacité d'absorber et de comprendre. Et de comprendre. C'est ce que dit le docteur Berger également, que j'ai reçu la semaine dernière, et qui explique que des gamins de 14-15 ans, aujourd'hui, sont incapables de placer, quand on leur demande sur le visage, la tempe, les joues, ils ne savent pas reconnaître les expressions. C'est-à-dire que la joie, la peine, ils ne savent pas. Donc, ce qui est une des explications des violences gratuites. Ça ferait plaisir à Darwin, qui a consacré un de ses livres je veux dire, aux expressions. Et à l'expression des émotions. Et à la sociabilité, du coup, parce que si on n'est pas capable de comprendre les émotions de l'autre, on en fait des sociétés, des individus qui sont totalement renfermés sur eux-mêmes. Une auditrice nous dit, moi, ma fille a 17 ans, elle a regardé des écrans, etc. Je crois que ça a changé déjà depuis 17 ans, qui a vraiment... C'est plus du tout la même époque, et qu'aujourd'hui, il y a une accélération. Une autre auditrice nous dit, j'ai une petite fille qui a 6 mois, et dès qu'elle voit l'écran pour prendre la photo, elle est captée par le truc. Il y a une addiction réelle. C'est un très bon sujet, Mathieu. Merci. C'est une vraie maladie. Merci. Brice, votre coup de gueule, on va l'intégrer dans notre sujet d'après. Je voulais vous faire réagir sur... moi, je suis en colère et triste ce matin avec le restaurant Paul Bocuse qui perd sa 3e étoile au Michelin. Donc, le palmarès du Michelin va être révélé le 27 janvier prochain. Mais le Michelin a appris, l'établissement Paul Bocuse a appris qu'ils avaient perdu leur 3e étoile. Donc, en colère parce que, alors, il y a toujours l'argument de la qualité qui n'est plus là, mais enfin, ce sont les mêmes gens qui cuisinent chez Paul Bocuse depuis des dizaines d'années. C'est une institution. Il aurait mérité, à mon avis, d'être au panthéon des chefs. Le Michelin, aujourd'hui, est un outil marketing. Il faut faire des coups, il faut faire parler du Michelin. C'est ça, aujourd'hui, avec des inspecteurs toujours aussi opaques, avec des explications toujours aussi fumeuses, où on vous parle de portes de toilettes quand les restaurateurs demandent pourquoi on leur donne pas d'étoiles. Bref, je suis assez en colère parce que je pense que Paul Bocuse aurait pu mériter. Et puis c'est un signe qui est envoyé, c'est un peu ce que disait Natacha Polony, un signal qui est envoyé sur la cuisine française, c'est-à-dire que cette cuisine française traditionnelle, de tradition, les jeunes chefs vont se dire finalement ça paye pas, on n'aura pas 3 étoiles avec ce type de cuisine. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que Paul Bocuse... Moi, j'y suis jamais allé manger, c'est très cher, c'est à 3 étoiles, mais moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est pas tant le fait qu'il ait perdu sa 3e étoile, je peux pas me prononcer sur le fond. Je pense qu'il n'y a pas de fond, c'est ça le problème. Mais non, mais que sur la rébellion. Je pense à lui, je pense à Vera, qui il y a quelques mois a perdu une étoile et qui s'est rebellée. Et j'ai pas l'impression qu'il y a 10 ans, on se rebellait contre l'institution Michelin. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, peut-être aussi grâce aux caisses de résonance du digital, des chefs décident d'attaquer frontalement. Alors Bocuse, c'est pas encore le cas, ils ont pas encore, la maison n'a pas encore remis en cause la fin de cette 3e étoile, mais en tout cas, il y a une remise en cause de une opacité qui a toujours existé par ailleurs dans le passé. Oui, alors Brigitte nous dit qui achète encore le Michelin. Oui, c'est vrai que c'est devenu justement, c'est bien le problème. Ça reste pour les chefs quelque chose d'important. C'est important à
l'étranger. Mais je suis assez d'accord avec vous. Vous en pensez quoi, Brice? J'en pense exactement comme vous, c'est qu'on n'a pas respecté la mémoire de ce grand chef, tout simplement. Et comme vous le dites, les standards de la cuisine de Paul Bocuse sont toujours présents, donc il n'y a aucune raison valable sur le fond de lui retirer ça, si ce n'est d'atteindre à son image. Allez, on se retrouve dans un instant. Vous pouvez dire un mot. On doit marquer une petite pause. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert, débat. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, c'est André Berkoff qui sera à ma place à partir de midi sur Sud Radio. Je vais vous donner la parole, Brice, puisque ça rejoint notre premier sujet qui concerne la candidature de Marine Le Pen. Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai 37 ans, mais je commence à regretter l'ancien monde où on avait différents partis politiques avec une forme de doctrine, avec des... Non, mais sincèrement, parce qu'en fait, la démocratie est prise en otage entre deux personnages aujourd'hui. Et la difficulté qu'on a, c'est qu'on va rentrer là, dans un tunnel électoral où on a Marine Le Pen qui se présente 2 ans avant sur un quinquennat. Et en fait, on va parler que de ça. Donc on comprend pourquoi elle le fait. Elle veut réénergiser et profiter de sa candidature présidentielle pour que tous les scrutins intermédiaires puissent profiter aux candidats RN. Mais j'ai envie de dire que là, on assiste à... Et moi, j'aurais souhaité l'émergence d'une troisième force ou de quelque chose qui puisse faire vivre le débat démocratique, parce qu'aujourd'hui, on est pris en otage, et je pense qu'on va en discuter, mais on est pris en otage dans quelque chose qui, finalement, me paraît assez inéluctable pour le moment. Oui. C'est pas fini parce que souvenons-nous, en 2015, on promettait le match retour. En 2015, on promettait le match retour entre Hollande et Sarkozy. Bon, on voit que les Français et l'histoire ont toujours plus d'imagination que les commentateurs et que les politiques eux-mêmes. Mais aujourd'hui, ce que joue Marine Le Pen, c'est clairement le même combat que Macron. Vous avez raison, c'est de rendre inéluctable cette bataille. Et elle se lance avant. Pourquoi ? Parce qu'elle a un déficit de compétences perçues et qu'elle s'imagine qu'il lui faut 2 ans, 3 ans, aller sur le terrain, faire montre de détermination pour que les Français la voient comme légitime pour être un jour présidente de la République. C'est une stratégie qui, par ailleurs, a un deuxième avantage, c'est que ça tue la concurrence. Confère ce que j'ai dit auparavant. Oui. On ne sait jamais ce qui peut émerger. Bien sûr. Elle tue la candidature de Marion. Bien sûr, elle tue Marion. Elle tue les. Elle essaie de tuer. À un moment qu'elle est morte, cette candidature. Et oui, mais si je m'entends bien avec Marion. Mais on ne sait jamais, c'est-à-dire que dans une période où ça vacille, peut-être que les municipales ne seront pas bonnes. Or, c'est embêtant que les municipales ne soient pas bonnes éventuellement pour le Rassemblement national. Je pense notamment à Marseille. Il faut à un moment donné, si on veut être président de la République, avoir des grandes villes. Et donc, si les municipales ne se passent pas aussi bien que ça pour le Rassemblement national, notamment dans les grandes villes, je ne parle pas des petites villes, si ça ne se passe pas très bien pour les régionales, ça peut tanguer dans le navire Rassemblement national. C'est pour ça que elle tue la concurrence dès maintenant. Oui, Alexis Bachelet. Elle n'existe pas pour l'instant. Bon, d'abord, il y a un facteur structurel, c'est que avec la réduction du mandat du président de la République à 5 ans, on est en campagne permanente. C'est-à-dire qu'on n'a même pas fini, on n'est même pas là aux 3 ans du quinquennat d'Emmanuel Macron, que déjà, ça y est, on repart. 2 ans avant les élections, dès le lendemain des municipales, on sera dans la préparation de l'élection présidentielle. Et ça aussi, ça prend en otage quelque part la vie politique du pays, parce qu'on ne parle finalement que d'une élection à l'autre. Et on n'a pas le temps de s'installer quand on a été élu, que déjà on est en but, etc. Et donc il y a une accélération et une forme d'hystérisation permanente. Maintenant, c'est l'élection présidentielle. Dès le lendemain d'une élection, on passe déjà carrément à la suivante. Et Marine Le Pen, elle acte ça. Elle dit oui, de toute façon, moi je joue ça. C'est ça ma carte. Je joue l'élection présidentielle, donc je m'y prépare. La deuxième question, c'est est-ce qu'elle peut gagner ? La réponse est tout est possible. Qui aujourd'hui peut prétendre ? D'ailleurs, Mathieu vient de l'illustrer. Quand on écrit l'histoire par avance, ça va être un tel contre un tel, non, voilà. Et puis, comme on savait pertinemment qu'en 2017, elle avait aucune chance de gagner parce qu'effectivement, il y a eu cette rupture dans le continuum entre la droite et la gauche, mais à partir du moment où on a tenté le « en même temps », on renforce l'alternative ou en même temps. Et aujourd'hui, Marine Le Pen, elle se positionne comment ? Elle se positionne comme la seule alternative ou en même temps. Elle va continuer à dérouler en disant, vous avez essayé la droite, Sarkozy, vous avez essayé la gauche, Hollande, vous avez essayé le en même temps, un peu de droite, un peu de gauche. Qu'est-ce qui reste si vous n'êtes pas content et si vous en avez marre et que vous n'avez pas envie de revenir au vieux système ?
Il reste le froid. Alors, on va, pardon, ce n'est pas de la censure. Fait 2 fois. Marquer une petite pause et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat. On est ensemble jusqu'à midi avec aujourd'hui Régis de Castelnau, avocat, membre de la rédaction de Causeur, Alexis Bachelet, ancien député PS, chef d'entreprise, Brice Nkonda, conseiller régional UDI d'Île-de-France et Mathieu Schenk, directeur associé BVA Pôle Conseil, cofondateur du site Délit d'Opinion. Et votre livre, La France en face, ce que disent les Français à leurs élites déconnectées, paru aux éditions du Rocher. Donc je vous ai interrompu, cher Régis de Castelnau, à propos donc de cette annonce qui a été faite par Marine Le Pen qui est en route pour la présidentielle. Alors que j'allais, de façon irréfutable, prouver que Marine Le Pen allait gagner. Non, pas du tout. Pas du tout. Simplement, ce que je veux dire, c'est que beaucoup de gens se situent en fonction de l'alignement des astres de 2017 qui se reproduira pas. Je veux dire, il y a eu un espèce d'événement extraordinaire. Tous les vieux partis vermoulus par 30 ans d'alternance se sont effondrés et on a un jeune gars qui a réussi à convaincre en disant qu'il pouvait faire le boulot, mais qui aujourd'hui est quand même confronté à son bilan, confronté à des oppositions considérables, avec une impopularité massive dans le pays, qui fait que effectivement l'élection de 2022 se présente de façon difficile à appréhender. Alors il y a quelqu'un qui s'est tapé ce boulot, c'est Jérôme Sainte-Marie, avec sa théorie des 2 blocs, de laquelle, c'est pas lui qui le dit, mais de laquelle il ressort qu'elle peut gagner. Elle est aujourd'hui à 45% dans les sondages. Je dirais que comme dans les élections précédentes, ce serait plutôt Macron qui perdrait que Marine Le Pen qui gagnerait. Puis il y a un clivage, je crois qu'il faut pas oublier. On vient de voir comment ça s'est passé en Grande-Bretagne. C'est que vous avez quand même l'opposition populiste, progressiste ou ce que vous voulez. Donc le problème, c'est que en France, le champion du populisme actuellement, c'est Marine Le Pen. Alors elle est à 20 et quelques %, elle sera à 28 dans les études, au premier tour, etc. Ce qui n'est pas rien quand même. Donc elle a intérêt à y aller très vite. Parce que justement, elle doit reconquérir de la crédibilité, parce qu'elle a un vrai déficit de ce point de vue de crédibilité technique, compétences, pour pouvoir, ce qu'il a fait de compétences. Oui, enfin non, je pense que c'est Castor qui l'a fait, c'est-à-dire le barrage. Mais là, il ne fonctionnera pas, ce barrage. Il fonctionnera pas. Alors, donc, elle a intérêt à y aller tôt. Puis, vous avez raison, assécher la concurrence. Oui, assécher la concurrence, mais enfin c'est insupportable. Oui. Aujourd'hui, on est le 17 janvier 2020, de se dire que la seule chose à laquelle j'en pense aujourd'hui, c'est 2022. Bah oui, mais il y a peut-être. Non, mais attendez, ce que je veux dire, c'est que tout le monde parle de dissolution, de choses. Je termine juste en une phrase de dissolution. Et qu'il faudrait retourner devant le peuple, référendum sur les retraites et tout. Ce pays est bloqué, tout simplement, pas seulement par les grèves. Alors, ce que j'ajoute, je termine. J'ai pas pu. Non, ce que j'ajoute, c'est que. C'est un débat. Il y a une autre hypothèse. Il y a une autre hypothèse dont j'aimerais bien qu'on parle, justement, c'est que Macron, peut-être, son vrai handicap, ce serait pas Marine Le Pen, ce serait qu'elle puisse gagner. C'est-à-dire que le plan B, tout le monde commence à phosphorer. Et vous avez tout le monde qui sort. Ségolène, qui se prend le PNF tout de suite, ce qui fait rire. Vous avez Barouin, vous avez Larcher, vous avez c'est-à-dire que l'autoroute à laquelle lui pense n'est peut-être pas celle qui va se passer. C'est exactement ça. Il rend comme inéluctable d'être le seul rempart à Marine Le Pen. Mais on se rend bien compte qu'il y a 2 ans, Marine Le Pen faisait 35-36% en 2017 et qu'aujourd'hui, on est à 45% pour elle. On ne peut pas encore parler de vague, mais il y a bien un mouvement qui monte, qui fait qu'on va bientôt rentrer dans la marge d'erreur. La prochaine enquête qui va aboutir à 50-50 d'ici 6 mois à 1 an va commencer à poser de sérieux doutes sur la stratégie d'Emmanuel Macron de se poser un rempart. Autre point, ce qui est aujourd'hui suicidaire, c'est d'être du côté des progressistes contre les populistes et les populaires. Pourquoi ? Parce que la France qui va mal, c'est pas populiste de le dire, la France qui a l'impression d'aller mal est toujours plus nombreuse. Les catégories ouvrières, les catégories des employés qui aujourd'hui sont majoritaires à voter pour Marine Le Pen, et s'agrège à cela
tous ceux qui sont déçus, une partie des classes moyennes, et tous ceux qui sont déçus par les différentes réformes qui sont menées, réforme des retraites. Il y a des avocats qui aujourd'hui ne veulent plus voter pour Emmanuel Macron. Il y a plein des catégories supérieures qui ont encore été touchées. Se pose à un moment donné la question, est-ce que le bloc des très mécontents ne rend pas impossible pour Macron de gagner au second tour? Et puis il y a un deuxième point qui est l'abstention. Et l'abstention différenciée entre une partie qui ne va pas voter pour Marine Le Pen mais qui va aller à la pêche le dimanche et les électeurs de Marine Le Pen qui veulent renverser le système font que on peut arriver au sort du second tour à une victoire de Marine Le Pen. D'où ce que vous disiez, Brice Nkonda, il faut l'émergence d'un troisième homme, d'un troisième femme ou d'un troisième parti ou de quelque chose en tout cas qui vienne perturber un peu ça. Alors petit 1, je suis convaincu qu'elle peut gagner. Malheureusement. Petit 2, ça pose la question de qui peut justement... On manque de diversité, c'est ce que je voulais dire en fait tout à l'heure. Quand je disais que je regrette l'ancien monde, c'est qu'on avait beaucoup d'acteurs politiques qui pouvaient se positionner, des gens qui avaient du poids. Tandis que maintenant, on en a de moins en moins et on se retrouve pris en otage. Moi, je réitère cette expression. La particularité, c'est qu'il faut... il y a un raisonnement qui est mis en avant, qui est un raisonnement en termes de personnes. Après, il y a un deuxième raisonnement qui est quelle est l'idéologie. Et on ne voit pas d'autres états d'esprit émerger. Et même quand on parle d'écologie, moi, je trouve que ça reste toujours vague. Quand on parle d'Europe Écologie Les Verts, oui, ok, tout le monde parle de transition énergétique, mais comment on donne corps à ça, je pense qu'il y a encore un vrai travail à faire pour préciser les choses. Et puis, il y a un troisième point, et c'est ce qu'on a dit avec l'abstention, c'est notre capacité à avoir un dialogue social dans ce pays et à faire participer les gens pour avoir des acteurs légitimes. On a eu les Gilets jaunes qui nous ont dit on en a marre des partis politiques, on en a marre des syndicats. On a un vrai problème de la représentativité politique d'un président Macron qui est pourtant élu avec les règles comme tout le monde, mais on dit qu'il représente qu'un quart de l'électorat. Donc ça pose un problème. Ça pose un vrai problème. Les syndicats qui représentent à peine 10% du corps salarial. On va prendre Jacques de Toulouse et vous aurez la parole, Alexis Bachet, tout de suite après. Bonjour Jacques. Oui, bonjour Valérie, bonjour à vos invités. Moi je vais dire tout simplement que l'histoire n'est jamais écrite à l'avance. Ceci dit, Marine Le Pen aujourd'hui a raison, je dirais, d'anticiper sa candidature parce qu'elle a compris une chose, c'est que Emmanuel Macron a inauguré une nouvelle forme de présidence, c'est-à-dire la présidence, c'est que pendant le mandat, la campagne continue. Donc il fallait bien que quelqu'un fasse le pendant et soit en opposition, je dirais, aux différentes conférences citoyennes, grands débats, etc., etc. Donc elle a compris qu'il fallait occuper le terrain. Ceci dit, les deux fonctionnent en miroir et donc ils ont tout intérêt effectivement à arriver jusqu'à la présidentielle en ne laissant pas émerger une nouvelle solution, une nouvelle candidature. Mais vous aurez remarqué que le problème, Emmanuel Macron, lui, il procède avec deux piliers, c'est-à-dire le débauchage de personnalités politiques et la préemption des thèmes porteurs. Et de ce point de vue-là, il a la possibilité, je dirais, de continuer malgré tout, malgré le rejet qu'il suscite dans une grande majorité de la population, il a quand même la possibilité au deuxième tour de rassembler. Alors que Marine Le Pen, elle, son ressort, il est, je dirais, monolithique, c'est-à-dire qu'elle n'a qu'un thème qui fédère et les gens qui sont sensibles à ce thème-là, elle les a déjà plus ou moins, même lors de la précédente présidentielle, elle les a déjà, elles sont déjà acquis. Donc elle n'a pas, elle, la capacité, je dirais, d'élargir son électorat. La seule façon qu'elle aurait d'élargir son électorat, ça serait que les partis de droite traditionnels lui apportent le soutien. Et ce soutien-là, on sait très bien qu'il n'arrivera pas. Alors ensuite se pose le problème des autres forces politiques. Pour faire émerger une troisième voie, on s'aperçoit que la gauche est toujours éclatée façon puzzle et qu'elle n'y arrivera pas. Quant à la droite, elle continue dans sa petite guerre des chefs, sa petite guerre des écuries, et elle n'a pas défini de ligne idéologique permettant de revenir aux affaires. Voilà. Merci Jacques de cette analyse très juste. Maintenant, est-ce que Marine Le Pen n'est pas en capacité de gagner de nouveaux votants? Alexis? De toute façon, il n'y a jamais rien d'inéluctable. Comme l'a dit l'auditeur, l'histoire, elle n'est pas écrite par avance. Donc, il reste encore énormément de temps, en réalité, pour mettre en place cette élection présidentielle. Et on ne sait pas qui seront les candidats. Donc, de toute façon, on ne va pas spéculer. Par contre, il est clair que si, d'aventure, ce que Emmanuel Macron a essayé d'installer, c'est-à-dire un clivage
un nouveau clivage entre le progressisme et le populisme. C'est ce qu'explique Mathieu. Si on était sur ce type de clivage et d'enjeu, je pense que là, oui, le progressisme d'Emmanuel Macron n'étant pas très attractif aujourd'hui, et finalement, moi j'estime que c'est un peu un faux progressisme, il donne l'impression en fait de continuer là où les élites françaises se sont fourvoyées, c'est-à-dire d'abandonner la question de la souveraineté nationale et de la défense des intérêts du peuple au détriment d'autres enjeux. Voilà, de se déposséder et de faire de la morale, tantôt de la morale, et tantôt il faut suivre les injonctions de Bruxelles. Si cette ligne-là, politique, elle finira par être battue. Est-ce qu'elle sera battue par Marine Le Pen ? C'est possible, si on laisse les choses en l'état. Mais moi, je prétends que l'avenir des partis politiques, quels qu'ils soient, c'est de réinvestir, y compris le terrain de la souveraineté, et d'expliquer qu'à un moment donné, on ne gouverne pas avec des règles et de la comptabilité. Et que si on s'enferme si on continue à s'enfermer, à se lier les mains, on finira par avoir, alors ça sera peut-être Marine Le Pen ou pas, mais on finira par avoir un retour du peuple et du fait national, comme ça s'est passé aux États-Unis avec Trump, comme ça s'est passé avec Boris Johnson. Et je le regrette parce que c'est pas du tout mon inclination personnelle, mais force est de constater que si on ne change pas un petit peu les règles du jeu, on pourrait finir par en arriver là. Mathieu Alexis dit une chose qui est extrêmement juste, qui est comment les Français ont le sentiment de retrouver la maîtrise de leur destin. Absolument. Paradoxalement, Emmanuel Macron ne l'incarne pas du tout. Il incarne un alignement. Il l'a incarné à un moment donné, et il sent intuitivement qu'il doit retrouver ce chemin. C'est pour ça qu'il dit: ne soyons pas obsédés par les 3%. Une sortie qui avait fait parler d'elle il y a quelques mois. C'est pour ça que dans ses vœux, il dit: nous ne devons pas nous aligner aux autres, nous devons trouver notre propre voie pour le vote du 31 décembre. Et donc la question qui va se poser, et le meilleur candidat pour les Français, c'est exactement ce que dit Alexis, c'est lequel va me permettre, moi en tant que citoyen, de retrouver une maîtrise de mon destin. Lequel va me permettre de retrouver l'ordre, et je pense que c'est une clé, l'ordre et l'autorité. Alors certains c'est ce qui ressort dans vos enquêtes. Énormément, c'est-à-dire la question de l'autorité recouvrée sur les questions migratoires, sur les questions de sécurité du quotidien, sur les questions même du chienlit ambiant qui sont liées aux grèves. Et on a des éléments de verbatim qualitatif de gens qui, d'une façon ou d'une autre, aspirent à retrouver une forme de sérénité et d'ordre, qu'elles soient incarnées par l'un ou par l'autre des profils. C'est pour ça d'ailleurs que les forces de l'ordre, malgré tous les dérapages constatés visuellement, continuent à avoir une bonne image de 70 à 80% des Français, parce qu'ils incarnent un ordre et par procuration le fait que les Français peuvent retrouver une maîtrise sur les choses. Si un politique est capable d'incarner ça, par un effet de vague, il est où Moi je pense, dernier élément, je pense que ça peut venir de n'importe quand. Souvenez-nous des Gilets jaunes, en l'espace de 3 semaines, il y a une vague qui est arrivée. Demain, il peut y avoir une personnalité qui, grâce au truchement des médias sociaux, on n'a plus besoin des médias aujourd'hui, monte très haut, redescend très aussi vite. Mais s'il monte pendant la période de l'élection présidentielle, il peut tout à coup avoir ces 500 signatures, c'est pas difficile à avoir, et être élu. Oui, mais il n'aurait pas forcément la compétence technique pour... Je voudrais ajouter quelque chose sur le handicap, les deux handicaps principaux d'Emmanuel Macron, qui fait qu'à mon avis, je veux dire, il peut pas être réélu. Je suis pas en train de dire Marine Le Pen ne peut que gagner. Il peut pas être réélu, ça me paraît difficile. Parce que tu sais pas qui sera au second tour. Pardon ? Tu sais pas qui sera au second tour. Donc il peut être battu par quelqu'un d'autre. Mais tout à fait. Donc, et c'est une des raisons pour laquelle je pense que Ségolène Royal, qui s'est mis à le critiquer fort, s'est retrouvé avec une enquête préliminaire du PNF dans la minute, parce que c'est une vieille méthode désormais. Gérard Collomb et tous les autres le savent bien. C'est une vieille méthode du Nouveau Monde. Ce que je veux dire, c'est que il y a un déficit de légitimité de 2017. Pas seulement sur Macron, mais sur tout ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est-à-dire qu'effectivement, les Français ne s'y retrouvent pas, et donc ça constitue un sacré handicap. Deuxièmement, Macron dit uniquement à des auditoires ce qu'ils ont envie d'entendre. Hier, il a présenté ses vœux au monde de la défense, ils étaient tout contents, le budget, vous allez voir, il va en Afrique du Nord. C'est le principe du politique, non ? C'est ce que je pensais. Non, chez lui, ça va très loin, en même temps. Il exerce avec un énorme talent. C'est-à-dire que la colonisation, c'est abominable, quand il est ici, il faut faire attention à l'islam, etc., etc. Je veux dire, il passe son temps à dire tout et son contraire. C'est le en même temps. Oui, c'est formidable. Nous, en même temps,
personne n'est capable de le situer. Et quand vous dites, il prend des engagements, il y a la question de la souveraineté, etc., personne ne lui fait confiance de porter ça politiquement. Donc c'est un bazar. Et puis en plus, quand il va entrelarder ça de gens qui ne sont rien, d'illettrés, etc., je veux dire, bon, c'est un peu catastrophique. Non, je pense que ce qui s'est produit en 2017, je veux dire l'alignement des astres, peut pas se reproduire cette fois-ci. Donc, il faut quand même noter, vous l'avez dit, qu'il a récupéré un écosystème politique vermoulu depuis 30 ans. Ouais. Donc c'était aussi compliqué. Moi, je pense que la grande erreur d'Emmanuel Macron, qui a quand même annoncé la couleur dans son programme au moment des présidentielles, c'est de ne pas avoir pris les dispositions tout de suite. Maintenant, on arrive à la moitié du mandat, il pourra clairement rien faire. Il n'y a que des élections qui vont s'enchaîner jusqu'au présidentiel. Il y a déjà Marine Le Pen qui se présente. Ouais. Donc sa grande erreur, c'est de ne pas avoir eu assez d'expérience peut-être pour faire les choses dès le début. Il n'en avait aucune, hein. Oui, mais il n'en avait pas suffisamment. Alors c'est pour ça que le surgissement de quelqu'un qu'on n'a pas identifié aujourd'hui, ça va aussi poser peut-être le problème de la compétence. Et un septennat non renouvelable. Mais c'est pas mal. Ce que proposent certains. Ouais. Je pense à Xavier Bertrand. Il propose un septennat non renouvelable. Le dernier point en parlant de Xavier Bertrand, c'est que mais qui a assez saisissant, c'est qu'aujourd'hui, les Français sont convaincus que quelqu'un qui n'est pas issu de leur rang ne peut pas gouverner pour eux. Ah ouais. La faute originelle d'Emmanuel Macron, le péché originel d'Emmanuel Macron, si je peux m'exprimer ainsi, c'est comme il n'avait pas d'histoire et de passé, les gens ont lu son action à l'aune de ce qu'il a été, c'est-à-dire un banquier. Et un banquier ne peut agir, pour beaucoup de Français, qu'au service de ses amis et des banquiers. Ce qui veut dire que dans le casting du prochain candidat qui peut l'emporter, il faut que les Français aient le sentiment qu'ils viennent des rangs populaires pour porter des idées populaires. Donc Xavier Bertrand ça peut être une des options. Ce que je trouve terrible, ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer quelqu'un qui soit aujourd'hui au service de l'intérêt général. Les Français ne croient plus en l'intérêt général parce que de là où on vient, on défend forcément les siens. À mon avis, ils sont prêts à y croire quand même, hein. On verra. On se retrouve dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat. Avec vous sur Sud Radio, avec Régis de Castelnau, Alexis Bachelet, Brice Nkonda et Mathieu Chaigne. On est ensemble jusqu'à midi. Ensuite, c'est André Berkoff. Je voudrais qu'on dise quelques mots quand même de la libération hier d'un homme qui avait été condamné pour l'assassinat de sa femme à 30 ans de prison. Il a été jugé coupable, il a été condamné et il a été libéré en raison du dépassement du délai maximal autorisé de détention provisoire qui est de 2 ans. Et lui est resté 7 ans en prison avant ce jugement définitif. Il a fait appel, c'est ça. Régis de Castelnau, il y a quand même un problème dans notre justice, non ? Oui. Il y a un problème de moyens, il y a un problème de finances, d'abord. C'est une affaire terrible et qui est très intéressante. J'espère qu'elle va débloquer certaines choses. Il faut rappeler que... c'est pas la première fois. Hein. Non. Là, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que c'est une caricature. On a l'assassinat d'une femme dans des conditions atroces par le mari et par sa maîtresse. Sa maîtresse, ils ont été jugés ensemble, elle a eu 18 ans de réclusion. Elle n'a été que complice, mais quand même, et lui, 30 ans. Et elle n'a pas fait appel, elle a reconnu sa responsabilité, et lui, il fait appel, ce qui est son droit le plus strict. Le problème, c'est que sur cette question de la détention, il est donc toujours présumé innocent, l'appel est suspensif, et il se retrouve confronté à un impératif où la France est quand même scandaleusement, organisé, c'est que les procès durent beaucoup trop longtemps chez nous. Il y a la Convention européenne des droits de l'homme, il y a les durées normales de procès. Ici, on vous juge Karachi 25 ans après, on vous juge... Vous parliez de l'affaire Guérini, ça fait 10 ans qu'il a été mis en examen, 27 chefs d'inculpation de mise en examen, il en reste un et demi peut-être, et puis c'est toujours pas, audiencé. C'est pas tolérable. Et c'est une question de moyens. C'est-à-dire que, moi je me rappelle, il y a 30 ou 40 ans, on jugeait les affaires d'assises, l'affaire de Patrick Henry par exemple, c'était moins d'1 an après, parce qu'il y avait un travail, et c'était pas bâclé, faut pas croire. Donc aujourd'hui... Qu'est-ce qui s'est passé ? Il se passe aujourd'hui que les juridictions n'ont pas les moyens, les systèmes informatiques fonctionnent pas, vous avez, alors je vais dire une horreur, mais vous avez un corps qui est
extrêmement féminisé, donc ce qui implique les grossesses, les choses comme ça. Ouais. Non, attendez. Vous connaissez la phrase, une profession qui se féminise et une profession qui se féminise. C'est la cause des femmes. Ce qui veut dire, c'est qu'elles ne sont pas remplacées. Non, elles font la cuisine, les enfants. C'est pas le problème de la grossesse. La parité n'existe pas dans la magistrature et c'est un problème. Il y a 80% de femmes qui jugent et pour le principe même, c'est la collégialité, etc. Oui, mais c'est pas ça qui fait que les bien, moi, j'ai aucun. Mais elles ont souvent, effectivement, des problèmes. Elles ne sont pas remplacées. C'est un des problèmes. C'est un des problèmes. Enfin, là, 7 ans pour un jugement, pour un appel, c'est invraisemblable. Comme ça, tous les jours, vous voulez une décision. Vous savez ce qui s'est passé à Paris ? Le système informatique ne fonctionne pas. Il faut 8 millions d'euros de travaux à faire par une société informatique. Qu'est-ce qu'a fait l'État ? Il est allé taper à la porte des avocats en leur disant « Envoyez-moi de Paris, avec mes cotisations, envoyez-moi 8 millions d'euros ». Le barreau a fait le chèque et depuis, il n'y a pas eu moyen que les appels d'offres soient lancés, ils n'ont pas le temps, etc. Quand vous êtes jugé, si vous voulez, l'original du jugement, c'est 2 ans. Ouais. Donc, non, attendez, il y a eu un livre et puis il y avait ce qui s'appelait, celui qui a été garde des Sceaux très peu de temps après le départ de Taubira. Mercier. Non, il y a Urvoas. Jean-Jacques Urvoas. Et qui a été météorique garde des Sceaux, mais qui avait parfaitement compris le problème, qui s'est affronté plusieurs fois avec Bercy. Alors, oui, mais c'est pas suffisant pour mettre c'est plus que Bruno Le Maire à l'intérieur. Ça concourt de la défiance alors, des bien citoyens. Sur le fond du dossier, je ne peux pas me prononcer sur la question de la confiance dans la justice. Depuis 10 ans, la confiance des Français dans la justice ne cesse de s'éroder. Aujourd'hui, il y a moins d'un Français sur 2 qui a confiance dans la justice. On peut penser, je pense que des dossiers comme celui-ci y participent. Je pense aussi à la libération très médiatique d'anciens combattants de Daesh, alors qui ont purgé leur peine. Alors ça fait la une de certains journaux, puis ça va continuer cette année, l'année prochaine, avec des experts et même des membres du système carcéral qui avouent que on est en train de libérer des anciens militants de Daesh qui restent extrêmement dangereux, mais parce qu'il n'y a pas d'autre cours de la justice. Et ça, c'est la loi. Ça pose une question, est-ce qu'à un moment donné, la loi ne doit pas s'adapter ? Et puis, ça concourt bien sûr à la défiance, parce que la loi est-elle du côté du droit ? Alors, elle doit l'être, mais est-ce que la loi doit être aussi peut-être du côté du plus faible, quitte à se transformer ? Parce que ce que l'on craint, c'est que, in fine, le citoyen casse le pacte qu'il a avec l'État. Ce pacte, c'est que je me dessaisis de ma violence légitime et que le seul détenteur de la violence légitime est dorénavant l'État, la justice et les policiers. Si ceux derniers ne sont plus capables de faire leur travail pour me défendre en tant que citoyen, rien n'empêche une société des vendettas personnels. Et ça, c'est très inquiétant. Attendez, il y a une chose très importante. Je réponds parce que... Il nous reste 1 minute. Oui. Il faut savoir ce qu'on demande à la justice. La question des djihadistes, c'est un problème politique. D'abord et avant tout, on peut mettre en place les textes, on peut considérer que, comme c'est une guerre, il faut appliquer un droit particulier, etc. Mais, je veux dire, maintenant, on demande à la justice de régler un nombre de problèmes qui ne relèvent pas de sa compétence. Et lorsqu'on lui assigne des buts qui ne sont pas les siens, elle ne peut le faire qu'au détriment du respect des principes et des libertés publiques. Voilà. Surtout quand elle n'a pas les moyens de gérer l'explosion des dossiers et que aujourd'hui... Mais c'est une question de moyens, de volonté politique. Non, il y a un vrai sujet budgétaire. Franchement, pour en avoir discuté avec des magistrats, des anciens magistrats, avec des avocats, on a une des justices qui est les plus pauvres d'Europe. On se compare à l'Allemagne, je crois que c'est 2 fois moins, on dépense 2 fois moins par habitant pour notre justice que l'Allemagne. Absolument. Bon. Alors peut-être que les Allemands dépensent un peu plus, mais on a un vrai sujet budgétaire et aucun gouvernement, même s'il y a eu des tentatives, des tentatives de... rappelez-vous, on a parlé... de ces comment dire les gens qui tapent les comptes rendus les greffiers qui étaient obligés de prendre leur ordinateur personnel parce que les ordinateurs du palais fonctionnaient plus enfin des choses délirantes, basiques quoi, mais comme la police d'ailleurs c'est que ça ou pas? Non, pour moi il y a aussi un sujet de proportion de la peine par rapport à ce que les gens perçoivent de la nature du crime. Et que parfois on voit que c'est pas corrélé. Mais là le cas est particulier, c'est-à-dire que c'est un jugement qui n'a pas été fait. Merci à tous les 4.